La manœuvre la plus dangereuse, c'est que vous devez vous mettre à 5 degrés d'inclinaison sur le moteur en panne, puis faire 20 degrés d'inclinaison en butée. Donc vous ne pouvez pas empêcher le dérapage d'augmenter. Faible vitesse, donc très forte incidence, vous n'êtes pas loin de la perte de contrôle. Bonjour à tous, bonjour au chat. Et alors nous avons un invité de choix, en l'occurrence Claude Lelay. Bonjour Claude. Bonjour à tous. Claude. Tu as fait une grande partie de ta carrière à la tête des essais en vol d'Airbus, et dont la 380, dont tu as été l'un des pilotes du premier vol. Et ça, c'est un grand souvenir? Même en dehors des vols, je dirais. On se souvient du premier vol, mais il y a d'autres vols qui sont passionnants, qui sont difficiles, et il y a également d'autres choses à faire dans les essais en vol et dans la conception des avions qui sont tout aussi passionnants. Dans le cas de la 380, il y avait quand même beaucoup de monde et de beau monde au bord de la piste. Ça doit mettre quand même une pression, non? Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de spectateurs au bord de la piste pour le premier vol, et puis tout le monde est parti le lendemain pour le vol 2. Mais c'est pas pour ça que les ennuis disparaissent. On voit justement des images de la 380, qui est quand même un avion quand même à part. Oui, dans ta carrière aussi, c'est un avion à part? C'est un bel avion, oui, mais il y en a eu d'autres, des beaux avions. Ouais, lesquels ont marqué? Je dirais que le TBM 700, parce qu'on est parti de la feuille de papier blanc, et pour faire cet avion, c'était une belle chose. Donc on rappelle le TBM 700, petit avion d'affaires monoturboprop. C'était très nouveau pour Socata de se lancer dans ce C'était segment-là. nouveau. Moi, j'étais embauché comme directeur technique et on m'a dit il faut faire un nouvel avion. Alors on a réfléchi pendant un an. Finalement, on a décidé de partir là-dessus sur une idée d'Alexandre Couvler, qui aimait bien les avions des fers, qui aimait bien les Morane Paris et qui nous avait soufflé. On aimerait bien remplacer le Morane Paris par un avion qui vole à 300 nœuds, 30 000 pieds, 6 passagers, et voilà. On avait su d'écrire ça sur une feuille de papier blanc et c'est parti. Alors le Morane Paris, on rappelle, qui est considéré comme un des premiers avions d'affaires, qu'on appelait un avion de liaison à l'époque. C'est un biréacteur, mais alors là, ça consommait fort. On était dans quelles années? Initialement, c'était le Fleuret. C'est un avion qui aurait dû être un avion militaire, biplace côte à côte. Et Morane-Saulnier en a dérivé à un quadriplace. Mais alors, je me souviens, on faisait Paris-Bretigny, là, Bretigny, juste au sud de Paris, à Istres. Et puis, on avait juste le carburant plus les réserves. Et ils en ont dérivé, il y a eu une version de fait, un modèle de fait en 6 places. Et le seul exemplaire, c'était Alexandre Couvler qui l'avait. D'accord, Alexandre Couvler, grand nom de l'aviation d'affaires en France. Et voilà. Alexandre Couvler, qu'on croise régulièrement au salon eBase de l'aviation d'affaires, il y est toutes les années, mais on le voit aussi sur d'autres salons. Il est resté passionné d'aviation. Et donc on revient au TBM, donc avion plus économe que le Morane Paris, et la vitesse, tu disais, du TBM, 300 nœuds? C'était 300 nœuds, puis c'est monté à 320 nœuds, parce qu'au début, on n'a pas pu faire toutes les optimisations sur l'entrée d'air, etc. Donc après, c'est toujours pareil, un premier modèle, il n'y a pas les performances optimales, et puis petit à petit, on optimise la machine. C'est ce qui a été fait après. Je crois qu'on est maintenant à 320 nœuds en croisière. Et donc aujourd'hui, le TBM est toujours un avion qui est d'actualité, un avion en pointe. Dans les avions d'affaires, les monoturboprop, c'est toujours lui le plus rapide. Et je crois qu'on en est à la 7e version, il me semble, avec le 960. Oui, il y a eu le 850, 940, 910, 960. Voilà. Bon, c'est des petites améliorations au fur et à mesure. La dernière est quand même une grosse amélioration. C'est une amélioration. Il y a une turbine un peu plus puissante. Il y a au niveau aérodynamique. Il y a l'automatisation qui vient, mais ça, comme sur tous les avions. Oui. Quand on part d'une feuille blanche pour faire un avion avec des automatismes, c'est une chose. Là, quand ils ont introduit les automatismes dans le TBM, il a fallu quand même faire beaucoup de modifications sur l'avion. Ne serait-ce que la sortie du train tout seul, automatique, le freinage automatique. Donc c'est un avion qui reste tout le temps en pointe, parce que quand on le voit aujourd'hui, son avionique et sa suite avionique est remarquable. Tu le disais, donc il y a ce système qui permet à l'avion de revenir tout seul au sol,
quand le pilote est défaillant. Puis en termes de performance, pour l'instant, on fait pas mieux. Claude, est-ce qu'on peut revenir au début de ta carrière? Alors rappelle-nous quelle école tu as fait, s'il te plaît. Moi j'ai fait l'école polytechnique, je suis entré dans le corps des ingénieurs de l'armement, et à l'époque, après l'X et entre super-héros, on pouvait faire le stage de pilote de chasse. Donc sur Fouga Magister, T-33 et Mister 4. Voilà, à la sortie de Super Héros, en 1970, je suis rentré au centre d'essai en vol comme ingénieur navigant. Je me suis occupé du Jaguar, de l'Alpha Jet, du Mirage G8, qui était un gros biréacteur à flèche variable. Et puis après, j'ai pris la direction de tous les essais d'avions. Et puis en 2000 ou 2001, je ne sais plus exactement, j'en ai eu marre un petit peu de l'administration. Et je suis parti comme pilote d'essai sur le Microjet, un petit biréacteur d'entraînement pour les armées, équipé de 2 réacteurs de 110 d'âne de poussée. Puis la société a capoté. Puis après, je suis rentré donc à Socata pour faire le TBM 700. Socata qui est devenu Daher aujourd'hui. Et puis TBM 700, oui. Voilà, qui est devenu Daher. Et puis ensuite, je suis rentré chez Airbus en 1988 et j'ai quitté en 2011. Et chez Airbus, j'ai été pendant 14 ans directeur des essais en vol et pendant 3 ans directeur de la safety. Directeur de la sécurité, d'accord. Et puis depuis, j'ai des activités diverses chez les uns et chez les autres. Donc tu as été dans les essais en vol toute ta carrière? Absolument. On va parler vitesse aujourd'hui. On va parler vers un retour des supersoniques, point d'interrogation. Bien sûr, on rappellera ce qu'a été le programme Concorde, le grand oiseau blanc sous forme de maquette derrière nous. On parlera des projets, en tout cas d'un projet en particulier actuel de supersonique, qui s'appelle le Boom Overture, projet américain. Mais avant ça, on va parler de vitesse de manière plus générale. On va essayer de bien comprendre quelle est la bonne vitesse et quelle est la bonne vitesse pour voler. Et pour commencer, pourquoi voler? Est-ce que c'est associé à des vitesses plus élevées que pour un déplacement au sol? Pour se déplacer au sol, à la limite, voler comme si on marchait au sol, il faut prendre un hélicoptère. Et tout le monde sait ce que ça coûte comme énergie d'être dans un hélicoptère. Donc il est très clair que voler à vitesse nulle, c'est pas terrible. Point de vue économie. Bon, alors ça c'est l'extrême. C'est pareil en voiture. Si vous roulez à vitesse à 10 km/h, vous êtes en première. C'est pas optimum côté consommation. La consommation au sang. L'optimum va être vers 60, 70, 80. Il y a une vitesse minimale pour faire des économies d'énergie. D'où une vitesse minimale pour voler. À puissance égale, on va dire, pour fixer les idées, une centaine de chevaux. L'avion léger, il ira plus vite en vitesse de croisière qu'une voiture. C'est une efficacité aérodynamique. Comment on peut expliquer? L'avion, si vous voulez voler lentement, il faut une aile qui a une grande surface. Et une aile qui a une grande surface, ça traîne beaucoup. Et si ça traîne, il faut mettre un gros moteur. Donc, si vous voulez, il y a tout un cycle d'optimisation. Sur un avion de ligne, quelle est la bonne vitesse? Quelle est la vitesse optimale pour voler? Là, la question est difficile. Faisons un petit peu de l'histoire. L'A320, par exemple, il vole à 78-80 de Mach, 80 maxi. Pourquoi? Parce qu'il est un peu plus rapide que le 737. Après, on est passé au 340, 330. Donc des plus gros avions de chez Airbus. Qui était à l'époque plus gros avions, donc avion long courrier, et cet avion volait à 82 de Mach, 0,82 de Mach. Et là, on était un petit peu plus lent que le 777. Plus lent, franchement, que le 747, qui lui vole à 0,85 de Mach. Quand on a voulu faire le 3XX, qui est devenu la 380, je me souviens encore des discussions avec Bernard Ziegler, qui était à l'époque directeur technique d'Airbus, qui disait, mais non, la 380... Enfin, la 3XX, il faut le faire voler à 0,82 de Mach. Parce que si vous avez un avion plus lent, la structure est moins lourde,
d'une part, donc on fait des économies sur ce plan-là, et d'autre part, on fait des économies de carburant. Donc c'est en quelque sorte un double niveau d'économie pour les compagnies aériennes. Et là, il a pas gagné face aux compagnies aériennes, parce que les compagnies aériennes ont dit, non, mon petit copain qui a un 747, lui, il vole à 85 de Mach et il va arriver 10 minutes avant nous. L'argument de l'A3XX 380 à 0,85, ça vient de là. Ce qui est un peu idiot, parce que sur un vol transatlantique, on va gagner 5 minutes, 10 minutes, alors qu'on en a perdu 10 avec un slot, puis après on va à l'immigration, on va y passer une demi-heure, puis après il faut récupérer sa valise, puis après il faut attendre le taxi, puis après on marche dans l'aérogare. Donc ces 5 ou 10 minutes n'ont guère d'intérêt. Alors ce qui est intéressant à voir, c'est pourquoi il y a 0,85 de Mach sur le 747. Parce que le 747, à l'origine, c'est un programme militaire. C'était le concurrent du Galaxy, et donc il y avait dans les spécifications 0,85. Donc le 747 vole à 0,85 de Mach, à cause de spécifications militaires. Et c'est comme ça qu'on s'est trouvé embringué dans ces 0,85 de Mach. Mais franchement, c'est pas l'optimum, hein. On volerait très bien à 0,82 de Mach, et peut-être même à 0,80. Donc finalement, la 380 a été conçue pour voler en vitesse de croisière à Mach 0,85, au-dessus des 0,82 proposés initialement. Est-ce qu'on consomme beaucoup plus en passant à 0,85 ? C'est-à-dire que, une fois que vous avez conçu un avion pour voler à 0,85, oui, c'est l'optimum. Donc, si vous réduisez la vitesse, vous allez un 380, si vous volez à 0,82 de Mach, oui, vous consommez plus. Parce que c'est pas l'optimum. Entre un avion optimisé pour 0,82 et un avion optimisé pour 0,85, celui qui vole le plus vite va quand même consommer un peu plus. Oui. Alors, est-ce que cette différence, elle est sensible ? Il y a une différence, ça dépend de la conception de l'avion. Je ne peux pas vous donner un chiffre comme ça. Alors, ce que vous êtes en train de dire, là, tous les deux, c'est que sur un avion de ligne, le choix de la vitesse est d'abord commercial. Il est historique et commercial. Là, typiquement, c'est 0,85 de Mach, c'est historique, mais ça n'a rien de... Si on était parti d'un 747 qui vole à 82 de Mach, je suis persuadé que tous les avions aujourd'hui voleraient à 82 de Mach. On le voit, là, cette compétition au niveau de la vitesse, on le voit sur les avions d'affaires. On l'a vu, par exemple, là, en ce moment, sur ce qu'on appelle les grandes cabines, les Global 7000, 7005 maintenant, 8000. On le voit sur les Gulfstream 700 et sur le 10X. Et le Falcon 10X. Falcon 10X, ouais. Et c'est l'année dernière, hein, je crois, où Bombardier, au salon de l'aviation d'affaires de Genève, à Ibes, a fait un peu sensation en dévoilant que pendant les essais en vol du Global 8000, hein, qui est en cours de développement, ils avaient dépassé la vitesse du son à un moment. Et chaque fois que Gulfstream vient sur un salon, il en profite pour battre des records de vitesse. L'aviation d'affaires, c'est un monde un petit peu différent où l'optimisation, c'est pas la tasse d'été des gens qui utilisent des avions d'affaires. Hein. C'est les acheteurs, c'est viens voir ma Lamborghini, elle va plus vite que ta Ferrari. Bon, ça peut être un petit peu ça. Il n'y a pas de but d'optimisation comme dans les compagnies aériennes. Les compagnies aériennes veulent vraiment faire du business et faire des économies là où il faut. L'aviation d'affaires, c'est pas du tout le même monde. Donc c'est un peu difficile à comparer. Bon, faire passer le mur du son avec un bombardier, moi j'étais pas loin, hein, entre la 380, j'ai lu 0,988 sur l'anémomètre. Bon, mais ça c'est un peu fictif parce qu'il y a une onde de choc qui est passée sur la prise de statique. Je pense que je devais être à 0,96 plus. Puis l'onde de choc a fait basculer et me donner un petit supplément. Comment est défini le Mach critique lors du développement d'un avion de ligne ? Qu'est-ce que le Mach critique ? Alors le Mach critique, c'est le Mach à partir de lequel on commence à avoir un écoulement supersonique sur la voilure, en fait sur l'extrado du profil d'aile. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où l'air s'écoule plus vite que d'autres ?
Oui, enfin, il y a un moment où Ouais. l'air accélère sur le profil de l'aile, puis il y a un moment où il va tellement vite que ça passe supersonique. Ça ne veut pas dire qu'à ce moment-là, l'avion, lui, est supersonique. hein. Le Mach critique, en général, il est relativement faible. Quand je dis faible, bon, j'ai plus des ordres de grandeur en tête, mais il peut être à 0,75 par exemple. On a généralement une zone supersonique sur le volet. Alors d'ailleurs, ça peut intéresser ceux qui nous écoutent. Si vous avez l'occasion de faire de voler sur le l'A380, moi je me mettais toujours chez Air France au siège L67 ou M67. Pourquoi ? Parce que c'est le siège sur lequel on voit en croisière l'onde de choc qui se trouve juste devant les volets. Et cette onde, on la voit, si vous voulez, il y a un Mach critique, l'écoulement devient supersonique, et puis un petit peu plus loin, il devient subsonique. Et là, il y a une onde de choc. Et à cet endroit-là, il y a une onde de choc et on voit un peu en grisé, un peu plus foncé, sur le profil de l'aile, une trace qui monte. Cette onde de choc, c'est l'intersection de l'onde de choc avec la surface de l'aile. Et on le voit sur pratiquement toute la longueur. Et d'ailleurs, ce qui m'a intéressé, c'est au cours d'un vol, j'ai vu au début du vol cette trace qu'on voit sur presque toute la voilure, sauf une petite partie au milieu. Je me suis endormi pendant 2 ou 3 heures, et puis cette onde de choc, et s'est reculée. Ah oui, parce que l'incidence était un tout petit poil plus faible, puisque la masse de l'avion était plus faible. Consommant du carburant, l'avion s'était allégé. Le pilote change donc, le système automatique change donc l'incidence de l'avion. Voilà, donc si vous avez l'occasion de voler en A380, mettez-vous à un endroit où vous êtes sur l'aile, et puis vous allez voir cette onde de choc. Alors bon, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'il faut que le soleil soit du bon côté. Hein. Quand on traverse l'Atlantique, le soleil est du bon côté, et on voit bien cette onde de choc. Et d'ailleurs, c'est un des rares avions sur lequel j'ai vu ça, parce que j'ai vu des ondes de choc sur d'autres avions, mais c'est très très rare. Bon, chers viewers, si vous voulez un 380, on ouvre un concours. Vous savez quoi faire. Je reviens au Mach critique. En quoi c'est important, cette vitesse ? Ça fait partie des conditions de conception de l'aérodynamique, pas plus important que tout ce qu'on retrouve en soufflerie. Hein. Est-ce que cette vitesse peut être déterminée par un modèle mathématique ou est-ce que ça se voit en soufflerie ? Vous savez, par le calcul, on est capable de faire des tas de choses, mais par le calcul, on se trompe aussi quelquefois. Hein. Donc validation en soufflerie. On va voir en soufflerie, mais la soufflerie pose aussi d'autres problèmes. C'est qu'il y a des effets d'échelle en soufflerie. Il faut utiliser un petit peu tout ça pour essayer de le retrouver. Sur les avions légers, quelle est la bonne vitesse ? Un avion léger, on sait bien que ça vole bien plus lentement. Tu as longtemps été pilote d'avion léger, tu as travaillé chez Socata aujourd'hui d'ailleurs. Malheureusement, on n'a pas d'avion de conception, pas d'avion de la famille TB, mais je vais décrocher une petite maquette d'avion léger que nous avons derrière nous. C'est pas n'importe quel avion léger, ça. C'est un Bonanza dessiné par ARG. Extrait des aventures de Tintin. Donc un Bonanza, le fabricant, c'était Beechcraft. Donc sur un avion léger, quelle est la bonne vitesse ? Il n'y a pas de bonne vitesse, on fait ce qu'on veut. Dans la conception d'un avion léger, alors je pense surtout à ceux des aéroclubs, dans la conception d'un avion qui est destiné aux pilotes du dimanche, ce que je dis là, c'est pas du tout péjoratif, au contraire, aux pilotes de plaisance, comme disait le regretté Bernard Chabert, est-ce qu'on prend en compte le temps de réaction du pilote, qui est un pilote amateur, qui n'est pas un pilote professionnel ? Est-ce que ça, on le prend en compte dans la conception et dans la vitesse ? D'abord, il y a une règle dans la conception des avions légers, enfin des avions monomoteurs. Il y a une vitesse maximale comme vitesse de décrochage et qui, dans certaines conditions, peut être un peu plus élevée. Tu parles de vitesse maximale, ouais, d'accord. Okay. Vitesse maximale de décrochage. Je ne me souviens plus la valeur exacte. Je sais que ça nous avait un peu pénalisé sur le TBM 700. Et il avait fallu trouver des solutions. D'ailleurs, sur le TBM 700, ce qu'on avait fait pour récupérer une vitesse de décrochage qui soit relativement basse, c'est qu'on a des volets sur presque toute l'envergure, des petits ailerons,
et qui sont complémentés par des spoilers. Ça a permis d'avoir des volets de grande taille. Ça a permis de nous rapprocher je sais plus, des 65, 70 km/h. J'ai oublié le chiffre là. Quand on décroche, c'est parce qu'on vole trop lentement ? Oui. C'est l'incidence qui devient trop grande. C'est l'incidence qui devient trop grande, oui. À ce moment-là, il faut pousser sur le manche pour réduire l'incidence. Et tiens, une même chauve-souris nous demande ce que c'est que l'incidence. L'incidence, c'est l'angle. L'incidence, c'est l'angle entre le flux d'air et le profil moyen de l'aile. D'accord. Donc, par exemple, alors je le fais avec les mains, tu me corriges si je me trompe, un avion qui vole à forte incidence, il vole comme ça. Il y a des tourbillons qui se forment sur l'extrado de la voilure, et puis il n'y a plus de portance, et puis l'avion, il salue ou il part à droite ou à gauche. Donc quand on conçoit un avion, on s'assure que la vitesse de décrochage soit pas trop élevée. Quelles sont les autres vitesses importantes ? Il y en a des tas de vitesses, la vitesse maximale de braquage des surfaces. Alors vitesse maximale de braquage des surfaces, c'est-à-dire c'est la vitesse à laquelle on peut exercer le plein débattement des gouvernes, on peut le dire. Par exemple, donc les gouvernes, c'est-à-dire des ailerons. Ouais. Il y a la vitesse, il y a le facteur de charge maximal. Qu'est-ce qu'on appelle je crois qu'il y a une vitesse qu'on appelle la VMO. Qu'est-ce qu'on appelle la VMO ? Vitesse maximum operating. Ça, c'est pour les avions de transport. C'est la vitesse. Il y a un trait rouge sur l'anémomètre. Normalement, on ne doit pas dépasser VMO ou MMO à haute altitude. Mais là, je voudrais faire une petite remarque. C'est que ces vitesses MO, c'est maximum operating. C'est pas comme sur les avions légers où il y a une vitesse. Il y a le trait rouge, c'est never exceed, ne pas dépasser. Donc, VMO, MMO, on peut très bien le dépasser. Si on se retrouve dans des conditions qui ne nous conviennent pas, on peut très bien... Je vais vous donner un exemple. On est obligé de démontrer l'absence de flotteur, c'est-à-dire l'absence de vibration de l'avion. Au-delà de VMO, MMO, et au-delà de VMO, il faut démontrer 50 nœuds. Ça fait à peu près 50 nœuds. Bon, il y a une règle pour déterminer l'écart de vitesse, et cet écart est de 50 nœuds. Bon, un peu réduit si on a des protections sur les commandes de vol. Il est de 35 nœuds, par exemple, sur un Airbus. Ça, c'est l'écart entre VMO et puis la vitesse à laquelle on doit démontrer l'absence de flotteur. D'accord. On y va en vol. Okay. Bon, 50 nœuds, pas rien. En Mach, ça fait un petit peu moins, parce que quand on augmente le Mach, il y a un peu de traînée sur l'avion, donc l'écart de vitesse, l'écart de Mach est plus faible. Mais ça veut dire que quand on arrive à MMO ou à VMO, on peut très bien continuer. On n'est pas en danger. Alors que il y a un autre trait rouge à basse vitesse, c'est la vitesse de décrochage. Et là, si on y va, on est un peu en danger, parce qu'il vaut mieux éviter de décrocher sur un avion, quel qu'il soit, un petit ou un gros. C'est pareil, que ce soit un petit ou un gros. Donc voilà, les vitesses sont c'est un petit peu différent. MO, c'est maximum operating, mais si on va un petit peu au-delà, on n'est pas en danger. D'accord. Donc VMO, alors le V, c'est parce qu'on la mesure en nœuds, par exemple, et quand on parle de MMO, c'est parce qu'on la mesure en Mach. Voilà. Quand on va beaucoup plus vite. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, sur un A380, on croise donc à 0,85, comme on l'a dit tout à l'heure. MMO, c'est 0,89 et MD, c'est 0,96. Et je peux vous garantir que pour aller à MD, il faut sacrément piquer. On n'y arrive pas comme ça à MD. Donc, à grande vitesse, vous n'êtes jamais vraiment en danger sur ces avions. Tiens, en parlant des différentes vitesses, une question sur les vitesses minimales de contrôle maintenant. Comment trouve-t-on la VMCA sur un nouvel avion? Donc c'est ça, la vitesse minimale de contrôle. Doit-on forcément procéder par un essai en vol sur un seul moteur avec débattement des gouvernes maximales? Alors, en deux mots, c'est quoi la VMCA? Comment est-ce qu'on la détermine? Bon, on coupe un moteur, on met l'autre plein pot. Il faut d'abord contrôler le moteur, il faut d'abord contrôler la montée avec un cap constant, vitesse constante et le pied embuté. Alors, ça paraît simple, ça.
Mais c'est extrêmement difficile pour une raison toute bête, c'est que quand on est le pied embuté, le yaw damper, c'est-à-dire l'amortisseur de tangage, ne fonctionne plus. Le pied embuté, donc ça veut dire qu'on exerce la déflexion maximale du gouvernail. Et le yaw damper, c'est l'amortisseur de... C'est l'amortisseur de lacet. De lacet, d'accord. Et l'amortisseur de lacet, il ne marche que s'il y a un petit débattement possible sur la direction. Et là, il n'y a plus de débattement possible. Donc, quand on fait cette manœuvre, un moteur plein pot, l'autre coupé, on tient le cap, on tient la vitesse avec très 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 grande précision parce que ça se joue au nœud près. Bon. Et là, l'avion, il est toujours à osciller un petit peu parce que c'est très difficile à stabiliser le cap. Alors, il suffit d'avoir, les ingénieurs sont très futés, et ils regardent sur leur tracé, et ils trouvent 10 secondes où tout ça est parfaitement stabilisé. Oui, j'ai oublié de dire qu'il fallait, pendant cette manœuvre, être incliné à 5 degrés. Alors, comme on n'est jamais incliné à 5 degrés, on fait plusieurs fois la manip, on l'a fait une fois à 4 degrés, on l'a fait une fois à 6 degrés, enfin, bref, sur les valeurs que l'on trouve. Mais là, c'est pas tout. C'est pas tout parce que c'est pas la manœuvre, ça, à la limite, c'est pas la manœuvre la plus dangereuse. La manœuvre la plus dangereuse, et en fait, il y en a deux, c'est qu'on doit démontrer qu'il n'y a pas de danger si un moteur est coupé immédiatement. Alors pour ça, on se met plein pot, en montée sur les moteurs à la vitesse VMC A qu'on a trouvé. Donc, on monte, et puis d'un seul coup, paf, on réduit un moteur. Et là, il faut mettre le manche en avant, et puis plein pied, sans réduire l'autre moteur, pour montrer que c'est contrôlable si on est... la panne soudaine d'un moteur est parfaitement contrôlable. Malgré la dissymétrie. Malgré la dissymétrie. Donc, le manche vers l'avant pour ne pas perdre de vitesse, et le pied pour maintenir l'axe. Mais c'est pas tout. Encore plus fort. Et là, c'est vraiment dangereux. C'est la manip la plus dangereuse. D'ailleurs, même chez nous, il y a eu des pertes de contrôle. C'est que vous devez vous mettre à 5 degrés d'inclinaison sur le moteur en panne, et puis faire 20 degrés d'inclinaison alors que vous avez le pied déjà embuté. Donc vous ne pouvez pas empêcher le dérapage d'augmenter, et vous avez souvent un dérapage qui peut monter à 16-17 degrés. 16-17 degrés, faible vitesse, donc très forte incidence, vous n'êtes pas loin de la perte de contrôle. Alors je vous invite à aller voir sur Internet, on a fait des vidéos, Airbus fait des vidéos sur ces sujets, il y en a une sur les VMCA. Allez voir sur Internet, vous verrez, tout ça c'est expliqué en 8 minutes, plus en détail, si mes explications n'ont pas été assez claires. Donc VMCA, on rappelle, donc vitesse minimale de contrôle. Et donc une perte de contrôle, ces phases d'essai, elles se font à très haute altitude, je suppose ? De façon à avoir de l'eau sous la quille. La mesure de la vitesse de la VMCA se fait à basse altitude parce que il faut le faire avec le maximum de poussée sur le moteur, et donc il faut être relativement bas. Alors comme on ne fait pas faire à altitude zéro, de toute manière il y a des corrections qui sont faites par les ingénieurs après. En ce qui concerne les deux manœuvres dont je viens de parler, ça se fait plutôt vers 5000 pieds. Ce qui est pas très très haut, 5000 pieds. Parce que oui, mais enfin, si ça laisse le temps de récupérer s'il y a quelque chose qui ne va pas. 5000 pieds, ça fait dans les 1500 mètres d'altitude. Oui, c'est pas très haut. Claude, est-ce que tu peux nous parler des formes de l'aile, des formes de la voilure, alors forme en plan, donc vue de haut. Par exemple, l'ATR 72 que nous avons ici, sa vitesse de croisière, c'est à la louche, dans les 500 km à l'heure. C'est sensiblement plus lent qu'un avion de ligne long courrier, biréacteur, comme le Boeing 777 que nous avons ici, qui, lui, a une aile en flèche. Donc on voit bien ici que l'aile est en flèche. Au contraire, l'ATR a une aile qu'on appelle une aile droite. En quoi l'aile en flèche est plus adaptée à une vitesse élevée ? L'aérodynamique, ça se fait en soufflerie, et l'écoulement est plus adapté en fonction du Mach sur une aile en flèche. Et plus le Mach est élevé,
et plus la flèche doit être importante. Et d'ailleurs, tiens, regardez Concorde. Concorde, c'est un delta. Regardez le Mirage, ici. Le Mirage, c'est un delta. Alors là, sur le plan que nous montre Martin, on voit effectivement la voilure du Concorde et celle du Rafale aussi. Voilà. Ouais. Quel est le point fort de l'aile delta, alors qui est vraiment caractéristique sur les Mirages? Quel est le point fort de cette forme delta? L'aile delta, c'est typiquement fait pour la vitesse. Alors, quand on parle de supersonique, il y a un problème dont il faut tenir compte, c'est le recul du point d'application de la force, des forces. Et donc, ça fait un déséquilibre longitudinal de l'avion. Le point d'application des forces aérodynamiques passe d'ici à là, par exemple. Alors, sur Concorde, par exemple, c'était corrigé par un déplacement du carburant. On déplaçait délibérément le carburant pendant le vol. Voilà. Pour compenser pour passer au moment où on passait en transonique. Sur ces avions-là, on règle le problème autrement, parce qu'avec des commandes de vol électriques, on se débrouille de tout. On tourne un peu les gains et machin, et ça va tout seul. Très bien. Au passage, on souligne que l'ATR, c'est un avion à turboprop, donc hélice. Donc ce sont à peu près les mêmes turbomachines qu'un turboréacteur, mais ce sont des hélices beaucoup plus efficaces. On peut le résumer comme ça. On peut dire que le rendement d'une hélice est supérieur, le rendement est meilleur. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est en train de regarder ce qu'on appelle l'open rotor. C'est-à-dire un réacteur dans lequel il n'y a pas de nacelle autour de... Il n'y a plus de carénage. Autour du moteur. Non, il n'y a pas de nacelle, ce qu'on appelle le carénage autour du moteur, mais les pales du fan sont à l'air libre. En quelque sorte, il y aurait un gain bien meilleur. Mais ça, on n'en est pas encore tout à fait là. Et puis, ça se développe doucement. Mais il faudra également savoir l'intégrer sur l'avion. Parce que ça, on voudrait le faire ça. Les turboprops, on en a pour des avions genre ATR, des avions qui marchent, turboprops qui marchent très bien. Ce qu'on voudrait faire, c'est l'open rotor pour des avions rapides. Et là, il faut l'intégrer. Si on le met sous l'aile, les pales ont un très grand diamètre, ou alors il faut les mettre à l'arrière avec les inconvénients, les difficultés d'aménagement. C'est pas simple. Des problèmes de conception de l'avion qui sont pas simples. Alors après, il y aura un autre problème qui est là purement psychologique. Là, je fais une parenthèse. Mais on sait que pour beaucoup de passagers, beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de gens qui regardent passer des avions, les hélices, c'est le passé, et aujourd'hui, c'est les réacteurs. Donc il va falloir leur expliquer que c'est pas tout à fait ça. Et on le voit, par exemple, chez les utilisateurs d'aviation d'affaires, qui préfèrent monter dans un tout petit jet, plutôt que dans un genre Mustang ou autre chose, plutôt que dans un TBM 700 ou un PC-12 qui vont pourtant aussi vite. Quand on a parlé dans le transport régional de Jetmania, on disait que c'était la fin des ATR parce que c'était des hélices. Et que l'hélice, ça renvoie au début de l'aviation. Et les passagers des compagnies régionales préféraient monter dans un avion à réaction. L'hélice, c'est plus efficace parce que le débit d'air est supérieur, on peut le dire comme ça? Oui, c'est le rendement d'une hélice est globalement meilleur que le rendement d'un moteur que d'un jet. Mais vous ne pouvez pas aller trop vite parce que vous avez problème de vitesse en extrémité de pale. Vous êtes limité par ça. L'extrémité de la pale, elle voit des vitesses supersoniques, justement? Là, oui, il vaut mieux éviter. Ouais. Pourquoi passer au-dessus de la vitesse du son, c'est plus compliqué? Il y a plusieurs problèmes. Il y a d'abord un problème de traînée. La traînée augmente considérablement quand on passe le Mach. Mais brutalement? Ça dépend comment est dessiné l'avion. Mais enfin, il est clair que quand on va... Si vous prenez un avion de classique, comme on a là sur la table, si vous voulez être en supersonique, là, ça va vous coûter cher en pétrole, si je puis dire. Si vous optimisez l'avion,
Vous pouvez, comme un Concorde par exemple, vous pouvez faire du supersonique pour beaucoup moins cher. Mais de toute manière, c'est pas gratuit. Plus les autres problèmes dont je vous ai parlé tout à l'heure, recul du centre de poussée, etc. Sur notre table, voisin du Mirage 2000, nous avons un Falcon 7X. Le Falcon 7X Dassault met toujours en avant, et je crois que c'est reconnu dans le monde de l'aviation d'affaires, mais toujours en avant la capacité de ces avions à avoir des vitesses de croisière assez élevées, tout en ayant des vitesses d'approche assez lentes. L'intérêt d'avoir une vitesse d'approche lente, c'est qu'on peut se poser sur des terrains plus courts. Dans l'aviation d'affaires, c'est précieux, puisque souvent, plus on se rapproche de la destination, plus le terrain est petit. Enfin, suivant où on veut aller, on peut tomber sur des petits terrains, je devrais plutôt le dire comme ça. Donc comment peut-on réussir cette quadrature du cercle, voler vite en croisière et pourtant être capable d'approcher de l'atterrissage lentement? Comment on fait? C'est l'astuce des bureaux d'études, ça. Dévoile-nous une astuce. Dassault n'y arrive pas du premier coup, parce que rappelez-vous le 7X. Moi, j'ai volé sur le 7X au moment où il n'était pas encore certifié. On faisait des échanges avec Dassault. Ils ont eu un problème. Ils ont refait l'arrière de l'avion. Ils ont refait tout le fuselage arrière. Ah, ça me dit quelque chose. Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils ont refait? C'est pas aussi simple que ça. Même des bureaux d'études astucieux comme Dassault, ils réussissent pas du premier coup. Il faut bien travailler pour faire ça. Et par exemple, là, donc, on a le 7X, qui est un avion qui a une vingtaine d'années maintenant, je crois, à peu près. Premier vol 2007. 2005. Premier vol 2005. Et par rapport au 6X qui vient d'être certifié, qu'on a pu voir au Bourget notamment, l'aile est très très différente aussi. C'est une aile beaucoup plus fine. Il y a une grosse évolution dans l'aile. Donc comme tu le dis, ils ont bien travaillé. Oui, ils ont bien travaillé. Et puis une aile plus fine est plus optimisée. Les ailes sont aussi les réservoirs de kérosène. Oui. Ça, par exemple, sur le A380, si on avait pu faire une aile si on ne peut plus avoir une envergure d'un peu plus de 80 mètres, qui est le standard pour aller sur les aérodromes, on aurait eu encore des meilleures performances, indiscutablement. C'est pour ça que Boeing, avec le 777X, a choisi d'aller au-delà des 80 mètres et d'avoir des bouts d'ailes repliables. Absolument. Donc sur la prochaine version de cet avion, donc le 777X, donc il y a le -8 et le -9, je crois, c'est ça. C'est ça. Donc qui est en cours de mise au point, c'est un peu plus long que prévu d'ailleurs. Donc l'aile sera encore plus longue, l'envergure sera encore plus grande et l'extrémité pourra se replier. Bon, c'est un faux problème, ils font ce qu'ils veulent parce que il y a des problèmes de largeur de taxiway, de choses comme ça, mais c'est pas en soi un problème. S'ils respectent les règles, les largeurs de taxiway, les taxiways, il faut que ça soit compatible. Donc on parle pour des croisements, pour les circulations au sol. Ça avait été étudié, ça avait été discuté chez Airbus, je ne sais plus quand, mais ça avait été abandonné parce que c'est une sacrée mécanique pour faire ça, et c'est une sacrée mécanique en bout d'aile, aux endroits où on essaye de pas mettre trop de masse. Mettre de la masse en bout d'aile, c'est pas terrible côté structure. Ça avait été étudié, c'était plus au niveau recherche, je pense. S'ils ont trouvé que c'était mieux, tant mieux pour eux. Et alors, il me semble bien que cette partie de l'aile qui se replie, le mécanisme a été développé par des Européens. C'est Liebherr, je crois, qui ont fait ça, il me semble bien. À plusieurs reprises, on a parlé des ailerons, des spoilers, donc des différentes surfaces mobiles sur l'aile. Alors, Claude, est-ce que tu peux nous éclairer, s'il te plaît, sur le nom et le rôle de chacune de ces surfaces mobiles? Alors, par exemple, si avec mon stylo, je montre, donc tu l'entrevois ici, donc c'est bien un aileron qui est ici, qui est dessiné ici. Oui. Donc l'aileron, lui, on l'utilise pour mettre l'avion en virage, pour l'incliner. Pour l'inclinaison. Est-ce que là, si je montre cette surface qui est plus près de l'implanture, plus près du fuselage, est-ce que c'est bien un volet? Donc lui, le volet, on le sort quand on réduit la vitesse, quand on veut voler plus lentement, c'est ça? Oui, c'est ça. Et alors, ce petit rectangle-là, c'est ça qu'on appelle le spoiler? Qui est sur le dessus de l'aile, Sur le dessus. Oui. Alors, à quoi ça sert un spoiler? C'est comme un aileron. On sort un spoiler sur une aile, ça augmente la traînée sur cette aile, ça fait incliner l'aile. Il y a une grosse différence quand même. Le volet, il a un rôle d'augmentation de la portance localement. Alors le spoiler a deux rôles en fait. Il est couplé avec l'aileron pour faire du roulis. Quand il sort de manière dissymétrique, et on peut sortir les spoilers de manière symétrique,
Et à ce moment-là, ça fait de la traînée, ce sont les aérofreins. C'est un rôle de frein si c'est sorti de manière symétrique. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres surfaces dont on devrait expliquer? Il y a les becs de bord d'attaque. Oui, les becs de bord d'attaque, donc on les sort quand on vole plus lentement aussi. Voilà. Alors sur la 380, cette expression qu'utilisent parfois les ingénieurs, c'est la valse des ailerons. Qu'est-ce qu'on appelle la valse des ailerons sur la 380? Ça, c'est un truc très très intéressant. Au début, on a rencontré des problèmes de confort. Et en particulier à l'arrière de l'avion, ça bougeait un petit peu comme ça. Il faut voir qu'un gros avion, c'est flexible. Les ailes bougent, le fuselage bouge. Ce qui veut dire que quand vous bougez une gouverne, mettons, vous donnez un petit coup de manche comme ça, vous bougez un aileron, plusieurs ailerons, mais la première chose qui se fait, l'aileron, c'est pas de faire tourner l'avion, c'est d'exciter la structure. Donc, il faut concevoir des commandes de vol qui amortissent ce mouvement. Donc, vous voyez, les commandes de vol, c'est pas paf, je fais ça, je vire, c'est je fais ça, ça excite la structure, il faut que je trouve le moyen de calmer la structure. Alors, sur le 380, on a eu pas mal de problèmes de confort avec le fuselage, surtout à l'arrière, un petit peu aussi à l'avant. Et les ingénieurs ont cogité en disant qu'est-ce qu'on peut faire. Et ils se sont rendus compte que les ailes, ces mouvements dans le fuselage étaient dus à la flexibilité des ailes, des mouvements dans les ailes. Alors il fallait donc trouver des moyens de calmer ces vibrations sur les ailes. Et pour ça, il y a un brillant ingénieur qui a trouvé une astuce, qui a dit sur les 3 ailerons, excusez-moi, j'ai pas les doigts assez souples, mais essayez de vous le montrer. Alors ça c'est l'aileron interne, moi je suis le fuselage, c'est l'aileron interne, je braque, tchac, l'aileron interne, comme ça. En même temps, je braque l'aileron externe, mais moins, 2,5 fois moins. Et l'aileron central, je le braque comme l'aileron interne, mais avec 350 millisecondes de retard. Ce qui fait que ces mouvements peuvent être dus soit à un mouvement des pilotes, soit parce que les ailerons contre la turbulence. Alors, s'il y a des mouvements de turbulence ou des mouvements du pilote, vous pouvez très bien vous trouver comme ça, tchouk, l'aileron part, celui-là avec un peu de retard, puis pendant ce temps-là, le pilote, il a braqué l'aileron de l'autre côté. Alors, je dis le pilote, mais ça peut être aussi la turbulence. Celui-là part en même temps. Donc, vous avez les 3 ailerons qui ont des positions différentes. Voilà, alors ça fait des trucs un peu bizarres. Si vous êtes regardez les ailerons au décollage sur un 380, ça vous allez les voir. Hein, c'est tout simple. Et ça, c'est ce qu'on appelle la valse des ailerons. Alors, il y a la même chose sur les 2 directions. La mise au point a été très longue parce qu'il a fallu trouver les bons réglages pour chacun des ailerons, etc. Mais l'idée du jeune ingénieur a été absolument brillante. L'idée, elle est venue après le début des essais en vol, puisque forcément, on s'en est rendu compte en vol. Si vous voulez, les problèmes de confort, vous ne pouvez pas les trouver autrement qu'en vol. Ouais. Moi, je me rappelle, sur la 340-600, au premier vol, j'aurais dit, il y a un problème. Parce qu'on voyait le nez de l'avion qui bougeait comme ça. J'ai dit, les premières classes vont renverser leur café. Gros problème. Un gros problème. Bon, et puis finalement, il a fallu faire une modification et c'était fait après l'entrée en service. Ces affaires de confort, c'est extrêmement important. On peut les régler sur les avions à commande de vol électrique. C'est difficile. Et puis, on ne peut pas dire que parce qu'on l'a réglé sur un avion, on peut refaire la même chose sur un autre avion. C'est différent sur tous les avions. Donc il faut trouver à chaque fois le mec astucieux qui va savoir faire. Est-ce que, alors justement, la valse des ailerons, est-ce que ça a été utilisé ensuite sur d'autres avions Airbus? Je pense à la 350, non? C'est spécifique parce que c'est dû à une interaction spécifique de la flexibilité de l'aile avec la flexibilité du fuselage. Donc, c'est quelque chose qui ne peut pas se retrouver. Sur la 340-600, il y avait un autre, donc ce mouvement latéral, on a mis des accéléros sur les moteurs pour jouer sur la direction, pour calmer un peu tout ça. Quand ça partait, on faisait des braquages de direction pour calmer un petit peu tout ça. La méthode est fondamentalement différente.
D'ailleurs, le mouvement était différent parce que sur le 340-600, c'était plus du lacet. Là, 380, c'était plus des mouvements un petit peu dans tous les sens. Roulis, tangage et lacet. Voilà. Ouais. Enfin, roulis lacet surtout. Roulis lacet, d'accord. Donc on rappelle, cher viewer, le lacet, comme son nom l'indique, oui, voilà, c'est rotation autour de l'axe vertical. Et le roulis, c'est quand on incline les ailes. Et le tangage, c'est quand on incline le fuselage. Vous avez parlé de commandes de vol électrique et vous parliez de vos publications tout à l'heure. Vous avez écrit dans l'une de vos chroniques, nous dit Fab Morlon en s'adressant à Claude, que le coffin corner, alors mot à mot, ce serait le coin du cercueil. Corner parce que quand on représente le domaine de vol de l'avion, avec altitude d'une part et vitesse d'autre part, il y a un coin qui serait dangereux. Alors je finis la question, puis je te laisserai répondre, Claude. Donc dans l'une de vos chroniques, tu dis que le coffin corner n'est plus qu'une légende. En quoi est-ce que les commandes de vol électriques, demande Fabrice, ont permis de s'affranchir de ce problème périlleux? Et pourquoi est-ce que, comme beaucoup d'autres sujets, comme le Microwave Landing System par exemple, est-il toujours enseigné dans la théorie de la TPL? Donc, le coffin corner. Qu'est-ce que le coffin corner? Ouais. Alors, le coffin corner, quand on va en altitude, quand on monte, il y a d'un côté une vitesse minimale qui est la vitesse de décrochage. Bon, ça, on n'y peut rien. Et le décrochage, il faut absolument l'éviter. Et de l'autre côté, on a MMO, VMO, puis MMO. Bon, et puis plus on monte, maximale. Plus les deux limites se rapprochent. Puis à un moment, on peut plus faire grand-chose. Alors, pour bien comprendre, donc, au fur et à mesure qu'on monte en altitude, la vitesse de décrochage et la vitesse maximale se rapproche, deviennent plus proches, c'est ça, d'accord. Donc ça se rapproche comme ça. Alors je vais un peu simplifier certaines choses pour résumer. Alors on a le décrochage, bon c'est clair qu'il faut pas y aller. Par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, MMO, c'est maximum operating. Et on peut très bien dépasser MMO sans aucun problème. On a dit que sur des avions, des Boeing, il y a 50 nœuds possibles. Enfin, pas tout à fait 50 nœuds, mais il y a un gros paquet de nœuds derrière MMO. Et sur les Airbus, c'est pareil. On peut aller un petit peu au-delà de cette vitesse maximale d'exploitation sans problème. Sans problème. Le 380, par exemple, mais c'est vrai, le 350, on a MMO à 0,89 et la vitesse maximum, on a démontré le flotteur. Sans aucun problème, c'est 96. Et là, à 96, il n'y a pas la moindre vibration. Donc, vous pouvez aller à 96 sans la moindre vibration. On ne peut pas dire qu'on rentre dans le cercueil, dans le coffin, à ce moment-là. Hein. Si vous allez vers les basses vitesses, le décrochage, là, oui, vous êtes mal barré. Par contre, si vous augmentez la vitesse, vous n'avez aucun problème. Donc, bien qu'il y ait un trait rouge, on dit qu'il ne faut pas trop l'éviter, mais il vaut mieux l'éviter. Mais vous pouvez, tout en sécurité, aller plus loin. Deuxième question, pourquoi est-ce que c'est toujours enseigné dans la théorie de la TPL, donc la théorie des pilotes de ligne? Ça, c'est une bonne question, parce que j'ai travaillé avec l'EASA en 2017 pour le faire supprimer des bouquins. Donc ça ne devrait plus être dans les bouquins. D'accord. Les bouquins qui ont dû sortir en 2022, c'était prévu que ça disparaisse. Alors, j'ai travaillé beaucoup avec l'EASA parce qu'il y avait des trucs qui étaient, disons-le, assez invraisemblables. On appelle l'EASA, c'est l'agence européenne de la sécurité européenne, parce qu'ils utilisaient des bouquins d'aérodynamique qui dataient de 1950, des bouquins américains. Bon, quand même, on a fait des progrès sur l'aérodynamique, et donc j'ai balayé un peu tout ça. Bon, j'ai pas obtenu satisfaction partout, mais normalement, ça devrait plus être enseigné, ce coffin corner. Si on parlait de supersonique, disais-je, donc Concorde. Oui. Donc on rappelle, pour les plus jeunes de nos viewers, Concorde, ce bel oiseau blanc, une centaine de passagers, exploité par 2 compagnies seulement, en l'occurrence British Airways et Air France. Un avion issu de la Concorde franco-britannique, d'où le nom, entre entre 2 ancêtres d'Airbus, avant qu'Airbus ne soit cette société intégrée. Concorde est le résultat de la coopération d'ingénieurs français d'une part et britanniques d'autre part. Concorde qui permettait de traverser l'Atlantique en 3h, 3h30, suivant si on partait de Londres ou de Paris, suivant le sens dans lequel on volait aussi, bien sûr, puisque dans certains cas, le vent est favorable. Et Concorde qui volait à, Claude, rappelle-nous s'il te plaît, c'était Mach 2,02. 2,02, donc plus de 2 fois la vitesse du son en vitesse de croisière, donc une prouesse technologique de la fin des années 60 et des années 70, mise en service 1976, laissé un vol assez long. Oui,
On n'avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui aussi pour régler beaucoup de choses. On se souvient peut-être pour certains d'entre vous, alors si quelqu'un retrouve le lien, on est preneur, il y a une photo célèbre de la conception de Concorde où les ingénieurs travaillent sur le sol, sur un plan grandeur nature de Concorde. Il n'y avait pas de système CATIA. Il n'y avait pas de système... Pas encore d'ordinateur, pas encore le système CATIA de conception assistée par ordinateur. Photo superbe, prise dans un lieu qui est toujours un lieu aéronautique d'ailleurs. C'est devenu une partie des locaux d'ATR. Alors c'est pas une usine ATR, c'est une partie du siège social d'ATR à Toulouse. Donc, alors d'un côté, le hangar lui-même ou la pièce elle-même a disparu, de l'autre côté, on reste aéronautique et à Toulouse. À propos de rapidité, donc Concorde, on disait Mach 2,02, donc plus de 2 fois la vitesse du son dans les 2000 km/h à la louche. On allait beaucoup plus vite de New York à Paris, ou de Paris à New York, ou de Londres, etc. Il n'y a pas eu beaucoup de lignes, puisqu'il n'y a eu combien d'avions fabriqués Concorde? Une demi-douzaine, c'est ça? 16, je crois. Ah, 16, autant pour moi, j'étais en dessous de la vérité. Très très peu en tout cas. Mais tous n'ont pas fait du service commercial. Hein. Dans les 16, il y a une partie des prototypes. Hein. Et donc voilà, on rappelle donc la maquette est derrière nous. On voit des belles images d'archives du premier vol ou des premiers vols. Je ne sais pas. Ça doit être le premier vol, je pense. Le premier vol qui avait lieu de Toulouse, hein, je pense. Sachant qu'il y avait aussi un programme d'essai en vol parallèle côté britannique. Ça devait être à Bristol, j'imagine. Ça a été très compliqué. Bon, tu étais à l'école, tu as participé à la conception, mais ça a été très très compliqué de mettre au point Concorde. Est-ce qu'aujourd'hui, on saurait, alors est-ce que techniquement, rien que sur le plan technique, je ne parle pas du plan commercial, puisqu'on n'a pas réussi à vendre beaucoup d'avions, mais est-ce que sur le plan technique, on saurait faire mieux qu'au Concorde, ou faire aussi bien, mais avec plus de facilité dans la mise au point? Qu'est-ce qui changerait avec les outils d'aujourd'hui? Tout est possible, il suffit de mettre la main au portefeuille, hein, et personne ne le fera. C'est aussi simple que ça. Attends, qui c'est qui va mettre 50 milliards, 60 milliards sur la table pour faire un Concorde? Ça, c'est personne. Ça, c'est estimé à la louche le coût de mise au point, le coût de développement. Je sors ça du chapeau, mais c'est peut-être 80, c'est peut-être 100, c'est peut-être... je sais pas, mais ça va être colossal. Aucun espoir de rentabiliser avec les avions. Non, il n'y a pas d'airlines qui vont acheter ça. Il y a les problèmes de bruit, il y a les problèmes de boom sonore, il y a les problèmes de certification, il y a... Alors, sur le problème de bruit, donc, alors, on rappelle de quoi il s'agit. Il s'agit de ce qu'on appelle le bang supersonique ou le boom supersonique. Donc, quand on passe la vitesse du son, on émet un bruit très très fort qui s'entend très très loin. Parle-nous d'onde de choc. Oui, on émet une onde de choc. Il y a des ondes de choc qui s'accrochent un petit peu partout en différents points de l'avion et puis qui arrivent au sol. Et on peut même arriver pire avec des concentrations, des ondes de choc qui se rejoignent, des ondes de choc qui partent de différents endroits et qui se rejoignent au sol. Je me rappelle, à Istres, il y a eu des essais qui ont été faits pour voir la focalisation des ondes de choc. C'est des essais qu'on avait appelés Jericho. Qu'est-ce qu'on avait appelé Jericho, pardon? Les essais? C'est les essais, voilà. Où on faisait des focalisations d'ondes de choc, une double focalisation, une triple focalisation avec des avions en virage de façon à ce que les ondes de choc émises, ça se concentre bien au sol. Aujourd'hui, on saurait peut-être résoudre ces problèmes d'ondes de choc. Bon, à la limite, on pourrait... Il n'y a peut-être pas besoin de l'annuler, mais il faut au moins que ça passe à un niveau suffisant. Donc là, on est en train de voir le futur du Concorde. Avec un gros point d'interrogation, quand même. Donc, je précise que ce sont des images de synthèse, que l'avion n'a jamais volé, et qu'il est annoncé pour voler quand ? Assez rapidement, je crois. 2030. Voilà, 2030. Ouais, rapidement, c'est peut-être beaucoup dire, mais 2030. Zéro carbone. Grâce à l'utilisation de carburant durable. Carburant d'aviation durable, les SAF. Donc c'est une entreprise américaine qui s'appelle Boom Supersonic, qui promeut, oui, c'est ça, qui met au point, en tout cas pour l'instant sur le papier, qui met au point un avion supersonique qui succéderait au conditionnel au Concorde. Cet avion s'appellerait l'Overture, un prototype de petite taille qui s'appelle le XB-1
devrait voler. Alors il fait des essais au sol depuis plus de 6 mois. Le premier vol est régulièrement annoncé pour bientôt. Bon alors ça c'est pas les seuls dans l'aéronautique à annoncer un premier vol pour bientôt. Mais le fait est que là c'est encore plus compliqué et comme si le défi n'était pas suffisamment grand, l'entreprise Boom Supersonic prétend aussi développer les moteurs qu'on voit là accrochés sous l'aile. Sachant que développer un moteur c'est au moins aussi compliqué que développer un avion. Donc voilà, donc ça fait quand même beaucoup de défis en un. Avec, l'entreprise annonce faire tourner les moteurs au sol en 2024, cette année. Oui, en fait, je fais référence à un article de 2023, mais oui, pour cette année. Les moteurs qui s'appelleraient les Symphony tourneraient au sol cette année. Bon voilà, tout ça, ça paraît très très optimiste. Alors, s'ils réussissent, tant mieux, c'est super, mais il y a vraiment énormément d'obstacles à franchir. Bon, on parlait de consommer des carburants en SAF, des carburants durables. Oui, bon, ce serait quand même une forte consommation, donc ça accaparerait. Enfin, un avion à lui seul prendrait beaucoup de ces carburants. Quel défi principal tu verrais, toi? De notre côté, on a des moyens de calcul bien plus performants que pour Concorde. Oui, mais c'est des défis partout. C'est les moteurs, c'est la structure, c'est le boom, il y a des défis tous azimuts. Gros optimisme, semble-t-il, donc d'ouverture de cette société. Et le petit Luc qui nous fait une comparaison intéressante. Le coût initial de développement du Concorde de 14 milliards de francs français de l'époque s'élèverait à environ 16,8 milliards d'euros d'aujourd'hui. Ajusté de l'inflation depuis 1969. Oui, mais ça, il faut se méfier de ce genre de comparaison parce que disons que les règles de certification n'étaient pas les mêmes. On faisait ça, à l'époque, plus simplement. Ce qui coûtait 16 milliards à l'époque, ça coûte le double aujourd'hui. L'avion n'aurait pas été conçu de la même façon. Donc, bon, le chiffre est intéressant. On ne peut pas le prendre comme une comparaison. Le Concorde aujourd'hui avec ses moteurs côte à côte ne serait pas certifiable. Oui, je suis d'accord avec ça. Pourquoi ? Parce que si vous avez un pompage sur un moteur, vous perdez le deuxième moteur. Alors, on rappelle ce que c'est le pompage. Si vous perdez un moteur avec une forte instabilité d'un moteur, ça se propage à l'autre moteur et puis vous en perdez deux d'un coup. Aujourd'hui, donc, Concorde n'a pas de successeur et risque d'attendre longtemps d'en avoir un, donc, comme tu le dis. Même en aviation d'affaires. Parce que bon, il y a des essais qui sont faits du côté de la NASA aussi sur des avions supersoniques. C'est plus à des fins militaires, non ? C'est toujours intéressant de faire de la recherche. Il faut faire de la recherche. C'est bon pour ça qu'il y aura des avions. On recherche parce qu'on peut toujours trouver des solutions intéressantes. Ça peut donner des idées. La recherche, c'est très très important. D'ailleurs, on en fait beaucoup dans l'aéronautique. Mais toute la recherche ne débouche pas sur quelque chose. Alors, il y a différents degrés de recherche, de la recherche fondamentale à la recherche appliquée. La recherche, par exemple, chez nous, elle se partage entre l'ONERA, qui fait de la recherche fondamentale, et puis un constructeur comme Airbus, qui fait une recherche plus utile. Il y a beaucoup plus de monde qui fait de la recherche. Il y a Safran en fait, Dassault en fait, tous les équipementiers en font. Tout le monde fait de la recherche à son niveau. Donc il y a beaucoup de recherche qui se fait. Dassault, Airbus en fait dans tout un tas de domaines, des profils d'ailes, des choses comme ça, que ce soit de la recherche en soufflerie, que ce soit des choses à faire en vol, etc. La recherche, ça prend beaucoup de temps et il y a beaucoup de personnes qui en font. Alors, par exemple, avec Thierry, on avait eu l'occasion de rencontrer chez Airbus des chercheurs, ou du moins un chercheur, qui travaillait dans le domaine du biomimétisme. Donc là, c'est encore autre chose. Mais comment on décide dans une entreprise comme Airbus, mais alors tu parlais de Safran et les autres, dire que bon voilà, ça aujourd'hui, ça vaut le coup d'investir dans ce domaine parce qu'il y a peut-être quelque chose à en tirer. À quel niveau ça se fait ça ?
Ça se fait, il y a des décisions qui sont prises à un niveau assez élevé en fonction de ça, de ce qu'on a dans la caisse aussi. On ne peut pas non plus investir des sommes colossales, tous azimuts. Voilà. Donc il y a des choses qui paraissent prometteuses. On travaille dessus. Et... Prometteur, ça veut dire qu'il y a une part de flair dans la décision. Ça a des chances de succès plus que tel autre projet. Oui, peut-être. Le talent, l'expérience des ingénieurs. On a parlé donc de tes différents livres qui recueillent, du moins qui sont la somme de tes chroniques. Il y a celui-ci, ça reste quand même un livre de référence. Les essais en vol de l'A380, c'est vraiment... moi, j'ai été bluffé quand j'ai reçu ce livre, quand je l'ai découvert. C'est pointu, mais c'est très, très accessible. C'est-à-dire que moi, j'ai aucune connaissance, culture et appétence technique, technologique, et j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Et donc tu me dis qu'il a été réédité. Alors maintenant, ça c'est la première édition, il y a une deuxième puis une troisième édition, mais maintenant c'est édité aux éditions JPO. Donc ça ressemble pas à ça. Ça ressemble, mais le contenu y est. Le contenu y est, et vous avez même une version en anglais. Je te remercie. Merci bien. Ça a été vraiment un plaisir. Merci Claude. Merci le chat pour vos remarques et questions. Merci d'avoir été si actif. Et à la semaine prochaine. Ciao.